Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La pluie nous accompagne de son chant et avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace. Il y a la bouquinerie des étoupes le dernier samedi d'octobre, mais surtout la date de Légendarium a changé à Arras. Nous ne dédicassons plus la première semaine de novembre. La librairie a dû décommander au dernier moment. J'espère que vous pourrez quand même venir. Normalement, il y a au moins l'autrice de La Foire aux Fleurs d'Or qui vient et je dois avoir reconfirmation avec Arnaud pour Nous regrettons la mort, mais on a très hâte de vous y rencontrer. Je vous mets les autres petites dates. Je vous tiens au courant de tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga très franco-française qui fait parler un peu d'elle quand même sur les réseaux sociaux, qui a conquis son public, notamment parce qu'elle est très particulière. Elle arrive, je trouve, à séduire même un public qui n'est pas trop amateur d'imaginaire. Et aujourd'hui, je vous parle du deuxième volet, parce que je vous avais déjà fait une chronique sur la première trilogie, même si c'est pas vraiment la première trilogie. Je vous avais parlé de Capitale du Sud. Aujourd'hui, on s'attaque au nord, à la famille. J'ai terminé il y a à peine 2 heures le tome 3, Capitale du Nord, donc c'est l'armée fantoche de Claire Duvivier. On est sur un univers un petit peu particulier. C'est un roman qui est écrit à 4 mains, ce qui est assez extraordinaire en édition actuellement parce que ça pose plusieurs soucis éditoriaux, notamment quand on a des auteurs qui ne sont pas des auteurs hyper connus comme Pratchett qui a pu écrire à 4 mains. Là, on a un univers qui est le même. On va suivre Capitale du Nord qui suit les histoires d'Amalia dont je vais vous parler aujourd'hui. On a Capitale du Sud qui suit les histoires de Nox. Donc il y avait un premier tome de Capitale du Sud qui sortait, puis le premier tome de Capitale du Nord, et ainsi de suite jusqu'au troisième et dernier qui est sorti il y a quelques semaines, voire quelques jours de ça. Je l'ai acheté en avant-première. Et donc j'avais eu un énorme coup de cœur pour le troisième et dernier tome de Capitale du Sud, notamment parce que ça parle de la tour de la garde, l'enjeu du texte, et que pour tous les gens qui aiment un peu les scénarios Sims, de construction, de gestion de ville, c'est un véritable plaisir à lire. Ici, c'est une histoire un petit peu différente, même si ce tome 3 s'ancre vraiment avec le tome 3 de Chaman et Jean. Moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'essayer de le lire dans l'ordre de parution. La façon dont il a été pensé au niveau éditorial, et ça vous laisse un petit peu des questions, du mystère, et voir un petit peu les personnages s'entrecroiser, notamment dans ces derniers tomes, c'est un véritable plaisir, et c'est très bien fait. Voilà, c'est quand même une réussite, parce que c'est un peu glissant quand même sur le sujet. Citadin de demain, c'est drôle parce que c'est une série. J'avais bien plus aimé les 2 premiers tomes de Claire Duvivier que les 2 premiers tomes de Chaman et Jean, même si j'ai beaucoup aimé Chaman et Jean. Par contre, pour le troisième, j'ai quand même un plus gros coup de cœur pour l'histoire de Nox, dont je me suis plus attachée. C'est l'histoire d'Amalia. Amalia, elle vit dans une sphère un petit peu politique particulière. Nox, il vit dans une cité qui est régie par des grandes familles. Et Amalia, c'est l'héritière de 2 aristocrates. Donc son père, il a une compagnie commerciale et sa mère, elle tient un siège au conseil. Donc c'est vraiment une sorte de conseil qui gère la cité. Et Amalia va être instruite, contrairement à beaucoup de jeunes de son âge, pour devenir une femme très intelligente, très informée, pour pouvoir reprendre les affaires familiales après. C'est vraiment une femme de lettres, il y a beaucoup, c'est l'amour du livre qui tourne énormément déjà dans cette série, particulièrement ici, qui va être fiancée avec le jeune homme avec qui elle a grandi, avec qui elle a étudié, va voir son destin basculer parce que Irion, il me semble que c'est son petit nom, va découvrir un sortilège dans un livre et du moment qu'il va le lancer, toute la vie d'Amalia va être bouleversée et pas du sens très positif de la chose. Notamment, il y a des grandes puissances étrangères au-delà de la mer qui risquent d'envahir son pays. C'est un roman, c'est une série qui mélange fantastique plus que fantasy dans ce sens-là parce que c'est un univers qui est très réaliste. En fait, c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on a les gens du quotidien. Dans Capitale du Sud, tu as un ancien noble, du moins quelqu'un qui est issu de la haute sphère, qui va se retrouver au bas de l'échelle et qui travaille vraiment et ce genre de choses. Ici, Amalia, c'est vraiment une aristocrate avec des prérogatives d'aristocrate qui est très dans le présent, très dans l'instruction. Voilà, c'est un roman qui se veut très réaliste, très politique, hein, ça parle beaucoup des systèmes politiques et comment c'est nuancé et comment c'est géré et comment ça peut être bousculé. Et Amalia, c'est un peu compliqué, ça va être compliqué de vous parler des autres tomes, c'est que vraiment la fin du 1 est une sorte de cliffhanger, il y a quelque chose qui va se passer et il y a un côté
fantastique qui va vraiment prendre plus le pas, quelque chose qui est lié aussi, c'est le même fantastique un peu que l'on trouve dans l'univers de Nox, hein, ça se passe dans le même monde, hein, les deux cités se rejoignent, et même les deux personnages se rejoignent dans ce tome 3. C'est une saga que j'aime beaucoup parce que, comme je vous disais, elle est réaliste et elle présente des portraits de personnages qui sortent de l'habituel. C'est-à-dire que Amalia, c'est une jeune femme aristocrate qui a beaucoup d'ego et qui n'est pas non plus insupportable, hein, c'est pas ce genre-ci, mais qui va se retrouver du jour au lendemain à rencontrer le monde réel et de se dire dans quel monde elle a évolué et qu'elle est totalement à côté de la plaque. Et surtout, c'est une jeune fille qui ne sait pas se battre et qui va rentrer dans un monde qui est en guerre. Donc voilà, c'est une femme qui risque sa vie à longueur de journée, qui est pas badass, même si elle rencontre d'autres personnages badass, mais qui commet des fautes, qui en plus est assez nuancée parce que Amalia, c'est un personnage notamment avec la romance qui est très peu présente dans le texte, surtout dans celui-ci, va se poser pas mal de questions sur sa condition de femme et sa condition de... vis-à-vis de l'amour et ce genre de choses, hein. C'est un des thèmes qui est dans le récit et qui est assez chouette parce que c'est un modèle de représentation qu'on n'a pas forcément. C'est une nana qui est intelligente mais qui l'est pas non plus trop, qui est courageuse mais qui fait aussi preuve de faiblesse, c'est-à-dire que quand il y a des guerres, elle a peur, voilà. Je trouve qu'elle est... c'est vraiment un personnage du quotidien, c'est un personnage que tu pourrais croiser qui est tout à fait crédible. En fait, je trouve qu'il y a une crédibilité dans le texte qui est tout à fait sympathique. Il est très politique, celui-ci. Je trouve qu'il est encore plus politique que l'autre, parce qu'on parle vraiment de système de Dehaven, avec les aristocrates différents, les assassinats et ce genre de choses. Capitale du Sud, c'est plus sur le commerce et ce genre de choses que le texte est tourné, avec ce Nox qui va devoir un peu se dépatouiller dans la vie et surtout survivre. Là, c'est Amalia qui va faire une... Nox fait une ascension sociale et Amalia a quasiment une chute d'une certaine manière. Et c'est assez intéressant. Le tome 2 traite plus des objets un peu magiques et du lien qu'elle a avec Jonas, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans le texte. Jonas, c'est un jeune homme avec qui elle a grandi et qu'elle connaît depuis assez longtemps. Et je vous le dis ça, mais ça ne tombe pas dans les travers que ça... exploite, notamment dans le tome 3. Et c'est ça en fait, c'est que le bouquin, il te donne pas ce que tu attends. Voilà, et c'est chouette parce que tu te dis, on peut avoir des personnages masculins et féminins qui peuvent être amis dans le texte et pas tomber amoureux. Pareil, ce que j'aime, et c'est pas un scoop, hein, mais c'est qu'elle finit pas avec Nox. Et moi j'avais très peur avec ça pendant tout le texte, qu'en fait ça soit deux amoureux qui se rejoignent à la fin. Pas du tout. Amalia, c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu plaintif parfois, mais ça fait partie aussi de ça, c'est que c'est une jeune fille qui a tout eu, voilà, qui a pas eu de problème d'argent et ce genre de choses, qui va vraiment vivre le pire. C'est donc à partir de ce tome-ci que les deux points de vue entre les, on va dire, les histoires se rejoignent, et c'est pour ça que je vous conseille de plutôt les lire dans le sens de la parution, parce que vous allez comprendre un peu mieux les enjeux, savoir que tout est lié à ce jeu en fait de la tour de la garde. Ce tome 3, je l'ai bien aimé, voilà, ça a été sympa, c'était très chouette, mais j'avais pas envie de le finir, je lisais que des petits bouts le soir parce que j'avais pas envie de terminer cette saga, parce que vraiment j'avais eu un coup de cœur pour ce tome 3 de Capitale du Sud, et en fait ce qui est assez... mais c'est le défaut de ce livre, mais en même temps, il pouvait pas passer à côté les auteurs, c'est que quand t'as lu Capitale du Sud, en fait il y a beaucoup de redites, du moins il y a le point de vue de Amalia sur le texte, et il y a beaucoup de choses qui sont redites. Moi j'avais aimé dans Capitale du Sud tout en fait la construction de cette cité, de comment on gère une cité qui se veut indépendante, qui a du social et qui veut être un refuge pour les réfugiés, et Amalia retransmet plus que Nox fait, et ça devient à peu près à la moitié je trouve du roman où il y a sa propre histoire. C'est un peu tardif, même si ce que j'ai apprécié c'est qu'on ne s'attarde pas trop sur la relation qu'elle a avec Nox. J'ai l'impression que le tome de Capitale du Sud s'attardait un peu plus sur la relation entre Nox et Amalia. Ici, c'est plus Amalia qui va se retrouver sur cette cité, aider à défendre Nox sur ce point-ci, et se retrouver à régler le problème de son pays, c'est-à-dire ces envahisseurs qui vont avoir aussi un lien avec la cité dans laquelle elle vit, et notamment cette armée fantoche qui est un petit peu particulière, et j'ai beaucoup aimé, c'est très original. Ce tome-ci, alors comme l'autre tome est très triste, en fait... Ce qui arrive à Amalia est un des pires trucs qui peut arriver à un personnage, je pense, et ça m'a vraiment touchée là-dessus, sa relation avec
des personnages qu'elle va retrouver et la magie en fait ce que ça a comme conséquence là-dessus et c'est super triste. Voilà, le texte est très triste, c'est aussi un texte je trouve, tu sens que c'est écrit par une femme et je vais vous dire pourquoi, parce que l'objet des relations sociales entre les personnes et notamment les relations de couple qui sont plus mises en avant par Jonas par exemple dans le texte sont vachement bien faites, vachement réalistes et les personnages ont des problèmes de couple. Voilà, c'est con à dire ce que je vous dis, mais c'est tellement rare en imaginaire, c'est plus du genre « oh je vous aime, c'est l'amour impossible » et puis voilà, c'est fini. Là, c'est des personnages, ils ont des problèmes, ils prennent des décisions et ça a des influences en fait sur la relation qu'ils ont dans le couple mais aussi de la relation qu'ils ont vis-à-vis de leurs amis. On a toute l'explication de d'où viennent cette armée, qu'est-ce qu'ils veulent, et c'est vrai que Capitale du Nord va aussi accentuer sur le fait que pour ceux qui ont lu le troisième, il y a toute on va dire Nox va vachement argumenter sur la partie au début de la création de la tour de la gare. Je trouve que Amalia va plus argumenter sur le moment où Nox part un peu de la tour et donc on a plus d'informations. C'est ça en fait, les récits se complètent bien quand même et ça c'est chouette. J'ai aimé aussi parce que c'est une saga qui alors est moins gourmande là-dessus, plus politique et surtout plus stratégique sur l'univers et la magie est un peu moins angoissante. Autant je trouve que l'autre était angoissant, là c'est plus triste. Voilà, c'est vraiment, c'est plus la tristesse. C'est un roman qui se veut assez engagé aussi sur des questions de représentation. Je vous laisserai un petit peu découvrir comment. C'est aussi un roman qui va beaucoup plus parler de la littérature. Alors, il faut savoir que le livre a une place importante dans cet univers-ci. Là, il y a toute une propagande en fait littéraire qui se met en place pour dans la cité et ce que ça a une implication et donc je trouve que le bouquin est assez actuel sur la censure et ce genre de choses, voilà, donc ça c'est chouette. Il y a tout un amour du livre, une défense du livre et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Le personnage, un petit peu le méchant de l'histoire, j'ai beaucoup aimé aussi comment était fait le traitement des personnages qui étaient plutôt des personnages négatifs, où je trouve qu'on nuance vachement les personnages, que ça soit dans tous les sens. Je trouve que les personnages, ils ont une vraie nuance, les gentils peuvent faire des actions qui sont blâmables, et les méchants sont compréhensibles, on peut les comprendre, et ça en est d'autant plus triste. Voilà, je trouve que le couple de méchants dans le texte est vraiment très bien réussi, et moi ils m'ont touchée, et pour le coup j'ai beaucoup aimé cette fin. Il y a aussi tout le poids de la religion dans le texte, parce que Amalia, elle est amie avec les Sictes, qui sont un peuple où la religion a beaucoup d'importance et c'est un bouquin qui a beaucoup de parallèles avec des questions sociétales, notamment par exemple la différence religieuse dans le couple et ce que ça peut avoir comme implication, voilà, le rejet des familles, vraiment ça apporte des questions assez profonde sur la société, notamment des jeunes qui sont forcés d'être embrigadés dans des cercles religieux et de reprendre la parole de leur père alors qu'ils y croient pas et qu'ils veulent pas rentrer dans le système, et le fait d'accepter aussi des gens qui ne sont pas de notre confession et de voir que ça peut quand même fonctionner. Je trouve que c'est quand même très important en ce moment d'en parler et que la religion ne doit pas être un instrument de guerre mais plutôt un instrument d'amour, et le texte vend un petit peu ça. J'ai bien aimé les thématiques qui sont exploitées dedans parce que c'est des thématiques qui sont pas forcément toujours très mise en avant. Quand on parle de religion en imaginaire, souvent on va parler d'élus ou du fait qu'il y a un personnage qui va se servir d'un côté religieux pour grossir et ce genre de choses, qui va être l'élu et qui va devoir vivre avec ça. On a Lionel Davoust par exemple avec une réinterprétation de Jeanne d'Arc. Moi, La Gardienne du Chardon, c'est plus un point où on édifie des gens comme des messies alors qu'ils ne le sont pas et qu'ils n'ont pas envie de l'être, et que c'est un véritable rejet. Là, on est plus sur en quoi ça implique des normes sociales qui empêchent les gens d'être heureux sur certaines conditions. Et voilà, c'est pas non plus dans le rejet total de ça, mais ça fait réfléchir sur la question. Voilà, je vous dis, c'est un peu pareil sur les questions de la famille, de l'amour, sur le pardon, sur aussi la culpabilité, parce qu'Amalia se sent quand même coupable de beaucoup de choses. La connaissance, est-ce que la connaissance peut changer dans les guerres? Est-ce que ça peut bouleverser? Ça, c'est vraiment très très chouette. C'est une saga que je vous conseille forcément parce que c'est une saga déjà qui est originale dans le champ qui est proposé dans l'imaginaire, parce que comme je vous dis, c'est un gros noyau un petit peu réaliste qui est une fantasy qui est pas du tout difficile à lire, c'est très simple, voilà, le peu d'imaginaire qu'il y a dedans sont très bien amenés, sont pas compliqués, donc même, je vais prendre un exemple un peu horrible, même ta mère qui aime du Marc Lévy ou ce genre de choses,
Je ne pense pas qu'elle soit perturbée particulièrement par ce genre d'univers. Peut-être pas Marc Lévy, mais je pense à tous les gens qui lisent de la littérature blanche plus communément. C'est pas forcément un... Je pense que c'est un imaginaire qui plaît bien, et c'est pour ça en fait que ce bouquin-là est pas mal lu, je pense, aussi par un lectorat qui est pas amateur d'imaginaire à la base. Ça change pour les lecteurs d'imaginaire de ce qu'ils lisent habituellement, parce que c'est pas l'épique avec des grandes batailles. Il y en a un peu, mais c'est pas ça. C'est la vie, c'est la réalité. Une véritable crédibilité, un véritable travail psychologique sur les personnages. Et je vous le conseille pour ça, c'est très bien écrit, que ça soit Chamanedjian ou Duvivier. C'est engagé sur pas mal de questions, il y a toujours des questions de fond. Le système de magie est chouette, la façon dont c'est construit aussi avec ce jeu de plateau de la tour, ça c'est cool. Et voilà, je n'ai que des compliments. Le seul bémol que j'aurais à dire, parce qu'il y a quand même des bémols à dire, c'est une saga qui prend son temps. Voilà, faut aimer l'imaginaire qui n'est pas trop belliqueux, où ça n'a pas beaucoup d'action. Voilà, c'est très contemplatif. Voilà, comme je vous dis, dans ce tome 3, il peut y avoir un effet redite dans le texte. Ça peut frustrer certains lecteurs, les batailles finales qui sont pas si... comment dire, je trouvais que celle avec Nox était bien plus impressionnante. Là, ça reste un peu simple. Pareil, on s'attend à des grandes batailles avec les armées étrangères. C'est pas forcément le cas. Donc ça peut être un peu frustrant là-dessus, mais ça, je pense que ça dépend vraiment des lecteurs. Moi, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus épique. J'aurais aimé une grande bataille finale. J'aurais aimé qu'Amalia ait plus de contact avec le personnage mauvais du texte, que ça soit un peu plus développé là-dessus, mais c'est pas forcément le but du texte, je pense. Le but du texte, c'est le personnage d'Amalia et le monde dans lequel qu'elle va construire à l'aide de Nox et tout ça. C'est pas forcément le fait de défaire un méchant, mais voilà, pareil, l'armée fantoche, j'aurais voulu que ça soit un peu plus pas travailler, mais un peu plus développé, qu'on ait plus ça, que vraiment on sente un peu plus le danger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes où il y a des tueries, ce genre de choses, mais ça reste très en surface, donc moi j'ai pas le sentiment de la violence en fait dans le texte qui me ferait hérisser le poil, mais voilà, il y a ce côté un peu redite, il y a le fait que Amalia est un personnage... Je dirais un peu comme Katniss, je vais faire la comparaison parce que je re-regarde la série Hunger Games qui passe à la télé en ce moment le jeudi soir, et c'est un personnage, je trouve, qui est assez froid parfois, et faut aimer ce genre de personnage. Voilà, je pense que si t'accroches pas au perso, tu vas pas accrocher à l'histoire, mais pour le coup ça a été une très bonne découverte. Voilà, je suis très triste d'avoir terminé cette saga, mais les auteurs vont écrire dans d'autres genres, dans d'autres domaines, mais voilà, je suis contente qu'on ait une saga indépendante d'imaginaire, voilà, comme ceci, originale, avec un précédé éditorial très chouette. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous tente ou si vous tente pas, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, c'est important, notamment parce que ça permettrait d'avoir d'autres avis. Et comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour lire cette saga, ils auront plusieurs avis sur ce sujet. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.